Nous sommes heureux de nous mettre en contact, en communion avec vous, vous qui nous écoutez un peu partout dans le monde, en Afrique et au Togo. À la technique et aujourd'hui, Michel Kokou Vitogbe Tomega, la console Jero Dakucha qui met l'émission en ligne aussi bien en son qu'en image. La délocalisation du club de la presse ce jour à Djemeni, de Raro, à environ 8 km de Ngotien sur la route qui mène à Tado, à Tolou. Dans le cadre de l'éradication de l'extrême pauvreté. C'est dans ce sens-là que le gouvernement du Togo a initié, sous le financement de la Banque mondiale, divers projets qui portent entre autres sur l'agriculture, l'environnement, l'énergie et les mines, le développement à la base, protection sociale, l'enseignement à la base. L'émission de ce jour mettra essentiellement le point sur deux projets. D'un côté, le projet filets sociaux et services de base, et de l'autre, le projet éducation, renforcement institutionnel phase 2, le projet Péri 2, dont nous parlons souvent au Club de la Presse. En quoi est-ce que ces deux projets concourent-ils à l'éradication de l'extrême pauvreté dans notre pays et notamment dans les localités cibles? Quels en sont les impacts sur les populations bénéficiaires? Nous vous ferons découvrir tout cela dans cette émission au cours de laquelle vous suivrez différents acteurs. Dans ce sens-là, nous partageons avec vous la pensée du jour que nous tirons de l'œuvre de l'abbé Pierre, qui a écrit que la misère n'est pas une fatalité, elle vient plutôt de notre incapacité à penser le partage. Je reprends pour vous cette pensée de l'abbé Pierre qui écrit que la misère n'est pas une fatalité, elle vient plutôt de notre incapacité à penser le partage. Cette émission, nous l'animons avec nos techniciens Michel Kokou Vitogbe Tomega et Jero Dakucha. Et comme vous le savez, vous suivrez l'émission du Club de la Presse aussi bien en son qu'en image. Et nous ne sommes pas seuls. Nous avons à nos côtés le confrère Didier Asogba de Togo Breaking News. Bonjour Didier. Bonjour Sass, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM, bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis Djemeni. Eh bien, nous aurons également un jeune acteur Aïe Renaud de sa vie à l'IPE, un jeune très dynamique qui est même lauréat d'un programme de la Banque mondiale et qui travaille essentiellement sur le capital humain. Il va nous rejoindre incessamment. Mais comme vous savez également, à partir de 12h, vous pourrez entrer en ligne et nous poser des questions ou encore partager avec nous vos commentaires. Et cette fois-ci, vous allez devoir composer le numéro 90 03 7 14. Encore une fois, le numéro 90 03 07 et 14. C'est sur ce numéro-là que vous allez intervenir par vos questions et commentaires. Je l'annonçais, il est avec nous, notre jeune ami Aïe Renaud de sa vie à l'IPE. Bonjour. Bonjour. Alors, voulez vous dire un petit mot sur vous? Alors, rapidement, je suis Aïe Renaud de sa vie, comme vous le disiez, je suis écrivain, poète et également journaliste. Et je le disais tantôt, vous avez participé à un programme de la Banque mondiale au cours duquel vous êtes sorti même lauréat dans un collège de jeunes africains dynamiques. Et j'ai appris que vous travaillez sur la réévolution, sur le capital humain. Voulez-vous nous en dire un petit mot? Alors oui, le Blog for Dev, c'est une initiative de la Banque mondiale qui, en gros, c'est Blog for Development. Donc il s'agit d'écrire pour proposer un rêve, un projet sur comment améliorer les conditions en Afrique.
Ça a commencé avec quelques pays en Afrique de l'Est. Et maintenant, ça a été étendu l'année dernière à plusieurs pays du continent, dont le Togo. Donc, c'est dans ce cadre que j'ai participé l'année dernière à leur concours et j'ai eu la chance d'être sélectionné pour le Togo et de participer avec une vingtaine d'autres camarades venus de différents pays du continent aux assemblées générales de la Banque mondiale cette année au printemps dernier. Le thème de notre participation, c'était l'avenir du travail et donc comment préparer la jeunesse africaine au défi du travail et à la création de valeur pour les 20-30 prochaines années. C'est en ce sens que moi j'ai proposé la révolution. Justement, la révolution, et dans cet élément, vous travaillez essentiellement sur les éléments prépondérants. Vous travaillez sur 3 éléments clés, à savoir ce que vous trouvez prépondérant pour notre jeunesse africaine, l'énergie, la passion et l'imagination. Et vous nous invitez à apprendre. Qu'est-ce que c'est? Et c'est justement de développer des aptitudes qui nous permettent d'acquérir des aptitudes. Parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la technique et de la civilisation, on se rend compte que la plupart des choses qu'on apprend à l'école classique sont démodées avant même qu'on ait le diplôme. Donc si on reste bloqué là-dessus, en fait, on ne pourra pas suivre le mouvement et on aura 2, 3, 4, voire une dizaine de trains de retard sur la modernité. Ce qu'on peut faire pour, entre guillemets, rester à la page, c'est acquérir des réflexes d'acquisition de compétences, c'est-à-dire faire un peu comme pour des logiciels, faire des mises à jour quasi permanentes qui nous permettent d'être toujours à la page, d'apporter de la valeur et donc d'avoir une place, si je peux dire, sur le marché du travail. Et si on n'apprend pas à apprendre, en 6 mois, voire 3 mois, tu peux te retrouver en fait avec des savoir-faire qui sont totalement démodés. Je pense que tous ceux qui sont dans le domaine de l'informatique, du logiciel et même de la créativité en général comprennent la nécessité de se remettre à jour en permanence. Et c'est la qualité clé. Et vous voulez montrer les opportunités en exposant les besoins et plus loin, vous nourrissez l'ambition de changer les bouches à nourrir en bras travailleurs et en cerveau créateur. Tout à fait. Merci beaucoup. Vous allez nous accompagner dans cette émission. Je le rappelais tantôt. Nous allons nous axer essentiellement sur le FSB, à savoir le filet social de base, et puis le projet PERI, la phase 2. Comment est-ce que ces 2 projets concourent-ils à éradiquer l'extrême pauvreté dans notre pays, le Togo, et plus précisément dans les localités cibles? Didier, notre première invitée, c'est la directrice générale de l'ANADEB, Madame Eleonore Katanga, que nous accueillons dans ce studio improvisé. Eh bien, Madame Katanga, bonjour. Bonjour, vous avez souhaité une bienvenue aussi bien en chant qu'en danse quand nous sommes arrivés ici à Djéméni. Eh bien, c'est votre agence, l'agence ANADEB, c'est vous qui pilotez les 2 projets qui nous transportent aujourd'hui à Djéméni à travers les FSB et la phase 2 de PERI. Merci beaucoup, M. Sasgaou. L'Agence nationale d'appui de développement à la base, ANADEB, pilote uniquement le projet de filets sociaux services de base FSB. Voilà, le projet PERI, c'est pas le. Donc, Didier, eh bien, Madame Katanga et son agence ANADEB pilote le projet FSB. Une première question, Madame Katanga, Didier. Madame, qu'est-ce qu'on peut retenir dès maintenant, globalement, pendant qu'elle y est? Qu'est-ce qu'on peut retenir après la mise en œuvre de ce projet-là à Djéméni? Merci beaucoup. Le projet de filets sociaux services de base FSB est en cours de mise en œuvre. Et à Djéméni, c'est la composante cantine scolaire qui est exécutée dans cette école. Et donc, nous travaillons avec les ONG, avec l'ONG Cadi Togo, avec le corps enseignant, avec les organisations communautaires, à savoir le comité des parents d'élèves, le comité villageois de développement, la chefferie, pour faciliter tout le processus de préparation des repas bien, de bons repas, des repas qui nourrissent, qui garantissent la santé et qui permettent aux enfants d'apprendre et d'avoir de bons résultats à la fin de l'année.
Eh bien, madame, vous dirigez l'ANADEB, c'est vous qui pilotez le projet FSB. Vous-même, vous êtes épouse au foyer, vous êtes mère d'enfants. Quelles sont vos appréciations que vous faites du projet FSB ici chez nous à Djemeni? Merci beaucoup. À Djemeni, je peux dire que la fourniture des repas tous les midis aux écoliers est une grande opportunité pour non seulement les enfants, mais également les parents. Parce que le parent, il est tranquille quand il part au champ. Nous sommes en milieu rural et vous constatez avec moi que tous les frères et toutes les sœurs de Djemeni sont pour la plupart des paysans paysannes. Et donc ils passent souvent la grande partie de leur temps au champ, hors de maison. Et donc quand le parent se lève le matin, s'assure que son enfant est parti à l'école, il a moins d'inquiétude. Donc il part dans ses activités beaucoup plus, avec la tête beaucoup plus calme et se consacre beaucoup plus à ses activités. En sachant qu'à midi, l'enfant a de quoi se nourrir. Et c'est vraiment un bon repas qui est servi aux enfants. Vous avez écouté tout de suite une des mamans cantines qui nous disait qu'après la formation, elles pratiquent plus d'hygiène et la qualité des repas a beaucoup changé. Et avant, elles pensaient que c'est avec ce que nous appelons communément le cube, c'est avec ça on assaisonnait les sauces. Elles ont appris au cours de formation qu'il y a d'autres manières traditionnelles d'assaisonner, de rendre les repas plus sécurants et plus enrichissants pour les enfants. C'est ce qui se fait. Et nous avons écouté également aussi un des acteurs de l'éducation qui nous a fait comprendre l'évolution des chiffres scolaires. Et nous avons les inscriptions qui ont évolué. Nous avons également les résultats de fin d'année qui ont évolué. Donc, en tant que maman, je suis satisfaite des résultats des enfants à la fin de l'année. Et je suis satisfaite des retombées des cantines même dans la vie des mamans, surtout des mamans, parce que quand une maman part au champ et qu'elle sait que son enfant a mangé, elle est beaucoup plus tranquille. Merci. Je dois juste rappeler que nous animons cette émission dans ce studio improvisé. Nous sommes dans la nature, sur la cour de l'école primaire publique de Djemeni, sous les manguiers, avec l'espoir qu'il ne va pas pleuvoir. Et devant nous, il y a le chef du village, toute la communauté de Djemeni. Nous avons également une grande délégation des deux projets, également la Banque mondiale qui est avec nous. Eh bien, madame, la directrice de l'ANADEB a fait l'introduction générale sur le projet FSB de Didier. Nous avons la chance d'avoir ici à nos côtés le coordinateur de ce projet FSB, M. Tofio, que nous allons prier dans notre studio dans la nature. Monsieur Tofio, bonjour. Bonjour. Eh bien, Didier, c'est vous qui lui posez la question. Monsieur Tofio, coordonnateur de ce projet, nous voulons que vous reveniez, vous en avez parlé tout à l'heure en introduction, mais si vous pouvez revenir rapidement sur les résultats auxquels on est parvenu avec ce projet-là, FSB. Par rapport à ce projet FSB, filets sociaux, services de base, nous sommes en train d'intervenir dans 200 villages, ceci par rapport aux infrastructures socio-économiques de base. Mais venant aux cantines scolaires, comme je l'avais déjà dit, nous couvrons sur toute l'étendue du territoire 314 écoles primaires publiques. Et sur ces 314 écoles primaires publiques, la Banque mondiale soutient le Togo dans 161 écoles, tandis que le financement du gouvernement togolais intervient dans 153 écoles. Donc, avec cette opération de fourniture de repas, ça permet aux écoliers d'être rassurés qu'arriver à l'école, au moins le repas de midi est garanti. Est-ce que vous voyez? Bon, les mamans ou bien les parents d'élèves sont aussi rassurés et ont la tranquillité d'esprit que leur enfant arrivé à l'école va manger. Et eux aussi, ils ont la liberté de vaquer à leur occupation. Et si le parent est producteur agricole, il peut aller au champ, faire ses travaux champêtres. Si c'est une dame qui est commerçante, elle peut aller au marché vendre ses produits et elle est rassurée que son enfant ne va pas divaguer, ne sera pas dépaysé à la fin. Alors concrètement, comment est-ce que le projet cantine scolaire fonctionne ici à Djemeni? Dans cette école EPP de Djemeni, je dirais que ANADEB met à la disposition de l'ONG CADI un fonds
qui peut assurer le repas scolaire pendant 12 semaines. Maintenant, CADI aussi signe une convention ou bien un contrat avec le CPE, le comité parent d'élèves, et met à sa disposition un fonds qui peut assurer le repas pendant 6 semaines. Et donc, avant le jour de fourniture de repas, le CPE, avec l'appui de l'ONG, va à la banque prendre le montant qui peut couvrir la fourniture de repas durant la semaine. Et ce montant est remis aux mamans cantines qui font l'approvisionnement de la semaine. Et donc, le jour J, lundi par exemple, le corps enseignant compte les élèves présents. Et l'effectif là est donné aux mamans cantines. Et c'est en fonction de ça que les mamans cantines préparent la quantité de repas qui peut suffire à ces écoliers-là. Et donc, tout le dispositif est mis au point, le système de lavage de mains, etc. Et donc, à 11h30, les élèves sortent, ils lavent les mains et viennent prendre leur repas et ils mangent. Est-ce que tous les écoliers de cette école bénéficient de la cantine scolaire? Ça, c'est 2. Et 2, est-ce que la cantine couvre toute l'année scolaire depuis la rentrée jusqu'à la proclamation des résultats de fin d'année? Oui, une fois que l'école est ciblée, donc, tous les écoliers, filles comme garçons, sont bénéficiaires et ça couvre toute l'année scolaire, tous les jours ouvrables, 5 sur 5, tous les jours ouvrables. Didier Assogba? Oui, monsieur Tofio, j'aimerais savoir, nous sommes dans une zone essentiellement agricole, qui est la zone de Notier et généralement la préfecture. Comment est-ce que le choix de Djameni a été fait par rapport à tous les autres villages, cantons d'alentour ici, où presque le même problème se pose? Je voudrais préciser que les écoles dans lesquelles le projet intervient sont des écoles du projet PDC+, également financé par la Banque mondiale. Donc, FSB, c'est une suite en quelque sorte de PDC+, et FSB intervient dans les mêmes écoles que PDC+. Mais sur quelle base PDC+, a pu identifier ces écoles-là? Donc, il y a eu une étude de pauvreté à partir de l'enquête CUBE. Donc, les données de cette étude ont été prises en compte. Et en plus de ça, il y a l'incidence de pauvreté a été prise en compte. Aussi, ils ont tenu compte des écoles qui sont reculées, dans des endroits reculés, les écoles qui ont un accès difficile, la parité filles-garçons est très faible, c'est-à-dire la fréquentation par rapport aux filles est très faible. Donc ce sont là les quelques critères qui ont présidé au choix de ces écoles. Je voudrais préciser que ces choix ont été faits dans le temps. Donc les données ont évolué. Certains vont penser que pourquoi le goudron est à côté, on dit que c'est des écoles qui sont éloignées. Ça a été fait dans le temps, disons en 2008 jusqu'à ce jour, ça a évolué. Est-ce que vous voyez? Donc, mais globalement, ce sont là les critères qui ont présidé à ce choix. Merci, M. Tofio. Un auditeur voudrait savoir si les enseignants aussi bénéficient du projet cantine scolaire, ici à Djameni. Non, les enseignants peuvent goûter, ou bien l'enseignant de semaine, le semainier peut goûter, s'assurer de la qualité du repas. Que le repas que les mamans cantines offrent, est-ce que c'est un repas de qualité, mais ne sont pas directement bénéficiaires. Merci. Nous avons la chance également d'avoir à nos côtés le directeur de cette école primaire publique de Djameni. Il est bénéficiaire un peu de ce programme. Monsieur le directeur, nous vous convions à ce plateau. Monsieur Tofio, nous vous libérons temporairement. Monsieur le directeur de l'école primaire publique de Djameni, pouvons-nous connaître vos noms et prénoms? Oui, je m'appelle Johnson Kofi Akpo. Johnson Kofi Akpo, vous êtes en poste ici depuis quelle année? Depuis 2016. Depuis 2016. Oui. Eh bien, est-ce que vous êtes venu trouver le projet cantine scolaire ou bien c'est avec vous que le projet est arrivé ici? Non, le projet a commencé avant mon arrivée, ici à Djameni. Eh bien, quels sont vos témoignages en tant que directeur d'école sur les bénéfices de ce projet cantine scolaire sur vos élèves? Sur mes élèves, la cantine scolaire a un impact très positif. Puisque avant, nos élèves, il y a des élèves, au moins
le tiers de l'effectif de mon école qui venait des hameaux un peu éloignés. Donc à midi, retourner à la maison, manger et revenir, certains ne viennent même pas les après-midi. Ceux qui arrivent même sont fatigués, ils n'arrivent pas à suivre les cours. Et maintenant que la cantine scolaire est arrivée, ils sont à l'aise, ils mangent, ils restent ici, ils apprennent leurs leçons et on reprend les cours normalement. Non, est-ce que sur la base de vos statistiques, vous pouvez dire que le travail s'améliore également auprès de vos écoliers? Le travail s'améliore très bien, puisque chaque année, le taux de pourcentage, ça augmente chaque année. Mais c'est un projet n'est pas éternel. Si le projet arrivait à sa fin, est-ce que vous êtes en partenariat avec le ministère ou bien la Banque mondiale ou la NADEP, est-ce que vous envisagez un peu ce que sera la vie de votre école quand le projet cantine scolaire sera arrivé à la fin? Bon, je dirais que la communauté a déjà convoqué une réunion la semaine passée. Comment nous allons faire à partir du 1er janvier 2020. Donc la communauté a accepté cotiser des vivres pour que la cantine scolaire soit continuelle. C'est la décision que la communauté a déjà prise. Merci. Alors pour avoir une idée de votre école, vous avez combien de salles de classe, combien d'enseignants et l'effectif de vos élèves? Bon, notre école a 7 classes, y compris le jardin d'enfants. Donc nous sommes 7 enseignants. Et nous avons 169 garçons et 205 filles, ce qui fait un total de 374 élèves. Merci monsieur le directeur. Une dernière question à vous. Si on vous demandait entre rester ici, continuer à servir à Djéméni ou être affecté à Lomé, vous optez pour quoi monsieur le directeur? Moi je peux aller n'importe où, puisque l'école de Djéméni, il y a d'autres qui sont déjà passés ici avant mon arrivée. Moi aussi, aujourd'hui même si on m'affecte sur le B, je quitte. Il n'y a pas de problème. Voilà la réponse d'un enseignant. Merci monsieur le directeur. Donc Didier Assogba. Non, c'est bon, il a dit ce qu'on voulait attendre, sauf lui dire, est-ce que en tant que directeur, il a senti une incidence considérable des résultats de ce projet sur les résultats en fin d'année généralement. Est-ce qu'il y a une incidence? Est-ce qu'il y a une incidence de ce projet sur les résultats que les enfants ont en fin d'année? Non, il n'y a pas d'incident. Peut-être il y a toujours avantage, nous avons toujours avantage. Oui, enfin, c'est ce que je voudrais dire, incidence. Donc vous voulez dire qu'avec le projet cantine scolaire, vos élèves travaillent mieux, ils travaillent mieux. Les résultats en fin d'année s'améliorent chaque année. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Nous avons eu le directeur d'école. Si on peut avoir une maman cantine, voire même un ou une élève, il s'apprête à manger dans quelques minutes. Si on peut avoir avec la diligence une maman cantine, voire même plutôt une élève, une écolière également qui puisse nous parler. Eh bien, nous sommes serrés, nous avons maman cantine. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous pouvez parler français ou bien élevé? En élevé. En élevé? Oui. Akakbo Esiri. Oui, maman cantine. Le Djéménia. Elle est comme il y en a deux, le Djéménifia, maman cantine. Mi maman cantine, on me doit que mi le voir. Que mi to ne rentrer dans le cas. À la rentrée. Rentrer à. On be okpobe gamele miasi wa do ale sigbe ajo mi tani le ndale sasa na suku via onene. Ne rentrer à doa on a mis avance. Et les amis Chotoa, Miamo Doaji. Didier, apprenti interprète? Oui, à la rentrée, on nous donne une avance avec laquelle nous commençons notre travail de préparation de cantine. Maman cantine? Et nous avons vivia. Nous avons fait semaine. Nous avons compté, nous avons vivi. Kakakakwa, ya. Le ima, mi pobe, doa, elle se sonne mieux. Et nous avons soukou via, wacha, le soukou à vanille. Et on le plat. À la fin de la semaine, nous faisons les comptes, nous dégageons les bénéfices et nous avons remarqué que les élèves viennent et ils ont commencé à mieux apprendre. Eh bien, maman Kakbo, lequel est sous quoi Robilo? Maman cantine noire, lequel est Robilo? Tu as vu Mindano de Vio?
o ho mi nyede ah oh leke est-ce que mile Germany fi elo alo mi chongo che elo mi chongo mile Germany juama ya pata mi mama cantine pata Germany vigi jiminyo mile juama. Nous sommes tous originaires de Djemeni en tant que maman cantine. Maman kako chape na projet cantine na va fi are on ton kala on a chan. Madagble. J'étais cultivatrice avant. Agricultrice, si vous voulez. Nous comme dans un nyame sukulu viol fia. Mida juragba mida molu. Bladagba mida ayi. Lundi le riz, mardi le Kudagba mida te fufitea mi pleali mida non. Yaodagba mida akple yaodagba mida akple. Je dis la pâte. Filagba mida ayi molu. Le riz haricot. Et fruit bois d'enti. Avec du fruit. Le fruit cao. Nti. Orange. Fruit l'orange. Est-ce mi pe si be nous yomi dana ejonajine viol du ne nyure. Ejonajine o du alento. Les enfants sont vraiment contents, ils mangent bien. Bon, ejiejia ne nda towa no danwa o kana virene vio wa to akpaganto ya hweme. Mi agbo Germany ya mi o. Mi mo wale ne no mi gbinya de ko mi du andu de vio nyure du apododo a onyede. Dès que nous préparons, nous donnons suffisamment à manger aux enfants, ils sont rassasiés. Neni mi le fio, mi mama cantine wa. Ya gboton neuf. Mi ma cheke. Ba mi pona vio pataji o dara lo du anunure. Mi po awo jinyede. Nous sommes 9 mamans cantines qui préparent pour les plus de 300 élèves. Mi nyambe de vio wa o na vi sugbo. Bia na vio to sukulu are no no ke mi ona chape o wa du nanwa. Ne o to sukulu ane na mi ko awo cho seyi. Kaka ve do CM2 seyi chuchu gba no to na mi class no. Mi on to le ke o na haje sugbo ta mi po be edimo asino wa mi class no ku omo la pale no keken ka pays mi a chon dugu ava classe no. Donc nous recevons les enfants à tour de rôle par rapport à leur classe. Nous commençons par le CI et nous les aidons d'abord, le jardin d'enfants, nous les aidons d'abord à laver leurs mains avant de leur servir à manger. Maman Kakbo, ne projet cantine ne va voir. Ne jidudu aku banque mondiale on gba po galade moare mi onto ku to ware mi onto mi atia yiji ana on dan viol school via. Mi anto ka mi anto mi va yiji ala de fule mi vide ka fe yi mi attende. Ta mi le kuku de ne banque mondiale ku projet ana de bobe nu ko bia cho mi agbo be mi ajoblia. Sans l'aide du gouvernement de la Banque mondiale, il nous serait difficile de continuer seul et nous demandons à la NADEB, au gouvernement et à la Banque mondiale de continuer de nous aider. Nous allons apporter notre contribution pour que le projet continue. Maman Kakpo Akpolo. Yo. Viviane Miako, viens me vidéo chan. Yo. Dadavi Nani. Tu as le micro, prends le micro. Bonjour. Bonjour, messieurs. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Djarou Akosua. Tu es en quelle classe? Je suis en classe de CM2. CM2, très bien. Est-ce que tu manges ici à l'école à midi? Oui. Comment tu apprécies la nourriture qu'on te sert? Oh, la nourriture est bonne pour moi. Parce qu'avant, quand il n'y avait pas la cantine, quand on sonne à midi, on court pour aller à la maison pour manger à la maison. Certains courent chez leurs parents au champ pour manger. Mais maintenant, quand il y a la cantine, quand on sonne à midi, on mange à l'école et on se repose. Et après, on prend notre cahier pour apprendre un peu nos leçons, pour apprendre le soir. Bien, tu es au CM2. Oui. Et tu sais qu'après le CPD, en 6e, il n'y a pas cantine scolaire. Oui. Eh bien, si on te demande d'échouer au CPD pour continuer à manger cantine scolaire, ou bien aller en 6e où il n'y a pas cantine scolaire, tu prends quoi? Je vais réussir pour aller au 6e. En 6e, il n'y a pas cantine scolaire, hein? Oui. Ok. Ensuite, maman cantine a dit qu'elle prépare la pâte, le haricot, l'igname et le riz. Quel est le plat que tu préfères toi-même? Je préfère le riz. Le riz. Oui. Merci beaucoup. Didier, nous avons une autre bénéficiaire. Oui. Ok. Un autre bénéficiaire. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Sotumolatan. Tu fais quelle classe? Je fais à la classe de CM2. CM2, ok.
Depuis que tu bénéficies du projet de cantine scolaire, est-ce que tu es content ou pas? Bonjour monsieur, soyez la bienvenue. Merci. La cantine nous aide beaucoup. Avant quand on sonne à midi, nous allons à la maison chez mes parents pour manger. Certains allaient chez leurs parents au champ pour aller manger. Des fois, ils viennent en retard. Mais maintenant, quand il y a la cantine, nous mangeons à l'école et nous n'allons plus à la maison pour manger. Oui, et toi-même, est-ce que avant tu allais également à la maison chez les parents au champ avant de manger à midi? Oui. Et depuis, tu ne vas plus à la maison? Oui. D'accord. Merci, nous allons prendre une troisième fille. Bonjour. Passe-lui le micro. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Samarou Jean, je suis au CM2. Très bien. Tu manges ici à l'école? Oui, je mange. Bon, entre ce que tu manges à l'école ici et ce que tu manges avec les parents à la maison, tu préfères quoi? Je préfère pour l'école. Pour l'école? Oui. Mais j'ai dit, tu es au CM2. Oui. Mais tu sais qu'en 6e, il n'y aura pas de cantine scolaire. Oui. Alors, entre redoubler le CM2, continuer à manger la cantine ici, ou bien aller en 6e où il n'y a pas de cantine? Je vais aller en 6e. Tu vas aller en 6e? Oui. Et tu penses devenir quoi après? Après, quand tu seras en 6e, grande, qu'est-ce que tu penses devenir après? Je vais devenir le Premier ministre. Jésus-Christ. Eh bien, Didier Assoba, nous avons déjà un Premier ministre, M. Klassou, qui est du Hao. Eh bien, nous avons une candidate Première ministre qui vient également du Hao. Oui, on va juste dire que ce sont les bienfaits du projet filets sociaux services de base qui nous permet aujourd'hui d'avoir déjà une première ministre déclarée. Nous souhaitons juste bonne chance à notre sœur pour qu'elle réussisse d'abord ses études pour prétendre devenir première ministre demain. Merci. Je rappelle que quand il sonnera 12 heures, vous pourrez entrer en ligne en composant le 90 03 07 14. Encore une fois, 90 03 07 14 pour intervenir par vos questions, vos commentaires dans l'émission. Est-ce que vous estimez, vous pensez que de ce que nous disent les différents acteurs, est-ce que les projets, notamment la cantine scolaire, peuvent concourir à éradiquer et effectivement l'extrême pauvreté chez nous au Togo ou à Djéméni? Nous sommes curieux d'avoir vos éléments. Mais Didier, comme nous avons deux projets, nous allons mettre 3 points de suspension au projet cantine scolaire et passer maintenant au projet Péri phase 2. Oui, projet Péri phase 2, projet éducation renforcement institutionnel. Nous allons devoir recevoir le coordonnateur s'il est prêt. Nous allons le recevoir dans le studio pour continuer à en parler. Le projet Péri, on sait généralement, c'est un projet qui intervient dans la construction des bâtiments, au niveau des écoles, qui intervient également dans le cadre du renforcement du programme de l'éducation lui-même et également de l'équipement de nos différentes écoles, Donc le coordonnateur au milieu de nous, il va pouvoir en parler en détail. Monsieur Kokou Tétégan, bonjour. Bonjour. Eh bien, que pouvez-vous nous dire en 2 minutes sur le projet Péri phase 2? Bon, le projet Péri phase 2, d'abord le projet Péri, c'est projet éducation renforcement institutionnel. C'est un projet exécuté par le ministère des enseignements primaires et secondaires. Et c'est un financement du GPE à hauteur de 27,8 millions de dollars administré par la Banque mondiale. Et le projet a clôturé le 30 septembre dernier. Maintenant, pour ce qui concerne les résultats, nous pouvons dire qu'au niveau du préscolaire, il y a eu la production et la distribution des manuels aux élèves et des guides également à la disposition des enseignants. De même qu'au CP1, le CP2 et le CE1. Et au CE2, au début, ce n'était pas prévu qu'on puisse
aller jusqu'au CE2, mais aujourd'hui, le projet a édité les manuels pour le CP2. Il y a également la formation du personnel d'encadrement et des directeurs d'école et des enseignants sur les nouveaux curricula, et afin que ces directeurs et ces enseignants puissent mieux encadrer les élèves pour l'amélioration de la qualité de l'éducation. Et il y a également au niveau des ENI, puisqu'il y a des ENI qui ont été construits. Les écoles nationales des instituteurs. Tout à fait. Et donc, à ce niveau également, le PERI les a accompagnés en les dotant de matériel informatique et également de matériel de sport. Et au début, c'était prévu qu'on dote seulement que les 3 ENI conçus sur le PERI 1, mais à la fin du projet, on est arrivé à doter les 6 ENI par rapport à ce que je viens de citer. Et également, au niveau du suivi évaluation, il y a eu également une évaluation des enseignants en situation de classe qui a été faite et qui a vu que par rapport à l'apprentissage, il y a également des améliorations par rapport à ce qui a été constaté en 2013. Voilà globalement ce que nous pouvons dire. Et il y a eu également des contrats de performance aux inspecteurs pour leur permettre vraiment d'accompagner les enseignants, c'est-à-dire ça leur permet de faire des visites de classe, ça leur permet également de faire des recyclages, puisque s'ils font des visites de classe et ils ont constaté des lacunes, il va falloir donc renforcer les capacités de ces enseignants-là. Et donc il y a eu également ce côté-là. Il y a eu les subventions qui ont été octroyées également à 1650 écoles pour les 3 années pour l'acquisition de matériel pédagogique pour permettre aux enseignants d'avoir le matériel nécessaire pour pouvoir assurer un enseignement de qualité. Pouvez-vous nous dire sur quelle base les écoles bénéficiaires de votre projet PERI 2 ont été sélectionnées? Oui, en fait, la sélection, il y a un certain nombre de critères qui a été déroulé pour le choix des sites à construire. Pour ces critères, l'un des critères, par exemple, c'est l'ancienneté. C'est-à-dire en quelle année l'école a été créée. Ensuite, le nombre d'enseignants, l'effectif des élèves. Il y a aussi également les matériels, les infrastructures. Est-ce que ces infrastructures sont en matériaux provisoires ou bien ces infrastructures sont en dur? Et donc, il y a un certain nombre de critères qui ont permis de choisir ou bien de choisir les écoles sur lesquelles le PERI a intervenu. Oui, concrètement, ici à Djemeni par exemple, quelles ont été les réalisations dans le cadre du projet PERI? À Djemeni, nous avons construit 3 salles de classe équipées en mobilier. Donc au niveau de chaque classe, il y a 75 tables bancs, une table enseignant et puis une chaise. Maintenant, au bureau du directeur, nous avons un fauteuil, la table du directeur, 2 chaises également. Et en dehors de l'équipement, il y a également les latrines. Vous allez constater derrière déjà. Donc, c'est 3 cabines pour les filles et 3 cabines également pour les garçons, de manière séparée. Donc, voilà ce qui a été fait dans la localité de Djemeni. Une critique revient souvent au PERI, à savoir les matériels didactiques que vous devez mettre à disposition des écoles sont en nombre insuffisant ou accusent même du retard alors que le projet est déjà arrivé à la fin, monsieur le coordonnateur. Oui, en fait, je crois que pour cette dernière phase, il y a eu des dispositions qui ont été prises et on ne parlerait plus aujourd'hui de retard pour la distribution de ces matériels-là. Les critiques nous arrivent au jour le jour. Il y a des écoles un peu partout au Togo qui n'ont pas encore accusé réception des matériels alors que la rentrée est déjà... Je ne sais pas de quel matériel parce que en fait, ce qu'il y a, c'est ce que je dis, il faudrait que les gens
comprennent. Aujourd'hui, par exemple, pour la distribution des manuels dans les établissements scolaires, toutes les écoles aujourd'hui ont les manuels qui ont été distribués. Maintenant, il revient à l'établissement qui peut-être ne l'a pas encore reçu, ou bien qui a reçu mais qui manque, qui à cet établissement de faire le retour à l'inspection, puisque ce qu'il y a, c'est que les manuels ont été distribués sur la base des effectifs précédents. Et donc, il peut y arriver qu'il y a un excédent quelque part et qu'il y a un manquant quelque part. Et par rapport à ça, des instructions ont été données pour qu'il y ait d'abord une compensation entre l'inspection. En dehors de ça, il y aura une compensation au sein de la direction régionale, des établissements de la direction régionale de l'éducation. Et si c'est quand, par exemple, en dehors de cette compensation, il y a encore des manquements, que maintenant on revient au niveau du ministère, parce que le stock qui a été commandé, il y a encore aujourd'hui, après la distribution, des manuels en stock pour permettre de compenser tous ces manquements-là. Donc voilà ce qui a été fait. Donc s'il y a une école aujourd'hui qui n'a pas eu ça, c'est à cette école vraiment de se signaler pour que une situation urgente soit faite pour que tous les élèves... Merci. Notre jeune ami Aïe Renaud de Savie a une question pour vous. Le micro. Merci beaucoup, monsieur. Il y a un aspect du projet qui m'interpelle un peu. Vous parliez justement des manuels qui sont commandés, réalisés. Et je voulais savoir si c'était les Atier, les Hachette et autres grands groupes qui ont géré ça, ou à qui est revenue la confection de ces manuels, disons, à qui profite un peu ce segment-là du marché. Monsieur le coordonnateur. Vraiment, merci beaucoup pour cette question. En fait, aujourd'hui, on a sorti de cette situation-là, et je voulais vous rassurer que il y a d'abord un diagnostic qui a été fait, où on a constaté que les manuels qui ont été mis à la disposition des élèves, ces manuels ne répondaient pas aux réalités. Et donc c'est pourquoi il y a eu la réforme curriculaire. Et à partir de ces réformes curriculaires, il va falloir maintenant élaborer des manuels. Et ces manuels ont été élaborés par les Togolais et en tenant compte des réalités du milieu. Et donc aujourd'hui, les manuels qui sont distribués dans les établissements scolaires au niveau de tout l'ensemble du pays, c'est des manuels qui répondent aux réalités, manuels rédigés par les Togolais. Et est-ce que les manuels couvrent toutes les classes de l'école primaire, ou bien vous êtes arrivé à mi-chemin? Comme je le disais, c'est une réforme curriculaire. Et la réforme a commencé d'abord au CP1. Après le CP1, la réforme est allée au CP2. Et actuellement, on est au CE1. Et comme je disais, le CE2 est en édition. Seulement qu'on n'a pas encore multiplié pour distribuer avant la fin du projet, puisque ce n'était pas prévu. Alors, est-ce qu'il est prévu une extension jusqu'au CM2 pour couvrir? Oui, en fait, la réforme, c'est du préscolaire jusqu'au CM2. Et donc, c'est un processus. On a commencé par le CP1 d'abord. Et donc, une fois que le CP1 a été, disons, élaboré, édité, imprimé, distribué, on a maintenant allé à la généralisation. Le CP2 également, le CE1. Donc, comme je le disais, le CE2 n'était pas prévu, mais on est allé aujourd'hui à l'édition du CE2. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même eu un grappin qui a été fait par rapport à ce projet-là. Oui, merci. Didier a une question pour vous. Oui, j'ai une question par rapport au taux de consommation. On a généralement ce débat-là également qui revient. Et on en a eu sur le projet Péri 1. Le besoin est là, clair, un peu partout dans le pays. Mais ce qu'on remarque généralement, c'est qu'on arrive à la fin de l'exécution du projet et que les besoins n'ont pas été totalement couverts. Et que sur l'ancien projet, on a eu dire qu'il y a eu une enveloppe qui avait été rapatriée. Est-ce que actuellement, sur le projet qui vient de clôturer, le Togo a eu la capacité de consommer véritablement l'enveloppe qui lui a été décaissée? Bon, pour ce qui concerne l'enveloppe, je pourrais dire aujourd'hui
que par rapport à la consommation, ce qui devait être mis à la disposition du projet, le décaissement a été fait à 100%. Et au jour d'aujourd'hui, si par rapport à la consommation, nous pouvons dire également que si nous prenons le montant qui est prévu, on pourrait dire que au jour d'aujourd'hui, en réalité, on a atteint ce qui était prévu. Seulement, ce que les gens doivent savoir aussi, c'est que par rapport au taux de change du dollar, puisque le projet est en dollars, par rapport au taux de change du dollar, il y a toujours des fluctuations qui font que à la fin, il y aura quand même un certain nombre de reliquats qui repartent. Mais il y a eu quand même, pour le dire, à cause de cette fluctuation, il y a eu une extension et que aujourd'hui, comme vous le voyez, il y a un certain nombre de choses qui n'avaient pas été prévues. Est-ce que vous suivez? Ce qui n'avait pas été prévu, notamment par exemple le CE2, en fait au début du projet, c'était prévu seulement qu'on s'arrête au CP2. Mais on est allé même jusqu'à la généralisation du CE1 et aujourd'hui l'édition du CE2 pour ce qui concerne par exemple les manuels. Même pour les constructions scolaires, c'était prévu seulement de construire 240 salles de classe. Mais on est allé aujourd'hui à 252. Donc c'est juste pour dire qu'on a aussi utilisé les fonds au maximum pour pouvoir donc faire le nécessaire par rapport à ce qui a été prévu. Merci. Je rappelle que cette émission s'anime depuis le studio improvisé dans la cour de l'école primaire publique de Djéméni. Nous sommes à 8 km de Ngotien sur la route Ngotien-Tou. C'est dans le cadre du programme spécial éradication de la pauvreté tel que le gouvernement togolais, la Banque mondiale le pilote ensemble. Et ce studio est en pleine nature avec devant nous toute la population de Djéméni, le chef du village en tête et une forte délégation des deux projets dont nous parlons également de la Banque mondiale, sans oublier un collège de confrères venus spécialement de Lomé. Didier, maintenant nous allons recevoir un autre acteur. C'est le président de la coalition Éducation pour tous, M. Kanitom, qui est lui-même enseignant de profession. M. Kanitom, bonjour. Bonjour à SAS, bonjour aux auditeurs de Canal FM. Eh bien, nous sommes à Djéméni où nous débattons entre autres du projet Péri 2. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus? Oui, je voudrais d'abord saluer ce déplacement à Djéméni parce que effectivement il faut se rapprocher des communautés pour savoir les problèmes qu'ils vivent. Donc la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, où je suis chef projet d'éducation inclusive. D'ailleurs, cette éducation inclusive, nous l'expérimentons ici dans le Haro, est une organisation qui voudrait défendre un peu, qui accompagne l'État dans la réalisation des droits à l'éducation des enfants. Et par conséquent, nous sommes très intéressés par tout ce qui entre dans la réalisation de ces droits et spécifiquement ce que Péri fait. En effet, nous avons constaté que depuis un certain temps, par rapport à la qualité de l'éducation que nous promettons, que les États ont promis réalisé dans le cadre du forum de Dakar de 2000 et de l'ODD 4, il y avait ce problème de projet éducation, il y avait ce problème de l'accès, il y avait ce problème de renforcement institutionnel. Et effectivement, c'est ce que Péri est en train de conduire et que nous suivons avec attention. Eh bien, nous débattons de la phase 2 du projet Péri, mais nous avons également débattu du projet cantine scolaire. Vous qui êtes membre de la coalition Éducation pour tous, quels sont les impacts vraiment quantifiables que vous avez pu observer de la part de ces deux projets sur la qualité de l'éducation dans notre pays, le Togo? Nous avons constaté qu'il y a un certain nombre d'écoles qui ont bénéficié de cette cantine scolaire. J'étais même ici lors du lancement du Forum international de la cantine scolaire, où j'étais passé dans cet établissement pour voir comment ça se passait. Et nous avons également évalué avec certitude l'effet salvateur de cette cantine scolaire,
où les enfants aujourd'hui ont, par l'institution de ce repas chaud à midi, éradiqué un certain nombre de mots qui étaient l'absentéisme, le retard et puis l'abandon précoce. Donc nous pensons que ça milite dans la formation des enfants. Bon, par rapport à ce que Péry fait, aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes en train de relever un défi, et c'est l'équité dans les établissements, l'encouragement de la scolarisation des filles. Nous sommes en train également de participer à la refondation des programmes scolaires, ce qui fait que il y a de nouveaux manuels qui sont en train de rentrer dans les écoles pour permettre aux enfants de pouvoir mieux s'équiper en apprentissage. Et à côté de cela, il y a le renforcement des capacités des enseignants pour pouvoir les mettre à même de pouvoir exécuter les programmes scolaires. Il y a également l'accompagnement des inspections à pouvoir suivre ces enseignants dans la réalisation de leur mission. Il y a également l'État qui essaie de contrôler l'amélioration des rendements scolaires. Didier Assogba? Oui, monsieur, nous voulons savoir, en tant qu'acteur de l'éducation, vous qui suivez ce genre de projet, est-ce que vous n'êtes pas inquiet pendant qu'on vous dit que Péry 2 est arrivé à terme le 30 septembre dernier et que également le projet FSB va également prendre fin? Est-ce que vous n'êtes pas inquiet? Vous avez annoncé? Naturellement, nous sommes inquiets, mais un de nos objectifs également, c'est de pouvoir aider l'État à pouvoir mobiliser d'autres sources de financement. Donc, arrivé à cette fin, nous sommes en train de voir quelles sont les actions que nous pouvons, le plaidoyer que nous pouvons mettre pour pouvoir, sinon, reconduire ce projet ou rechercher d'autres sources de financement additionnelles pour permettre à l'État de pouvoir continuer par appuyer les écoles. Et il faut dire que le nombre d'écoles est appuyé jusque-là par rapport au nombre d'écoles existantes ne sont pas très élevés. On aurait voulu que ce soit une généralisation parce que tout le monde, même ici, vous avez constaté que les critères de sélection se sont focalisés sur l'éloignement, la précarité des écoles. Mais il est vrai que quand vous arrivez à Lomé, dans les grandes villes, vous verrez des écoles qui sont plus diminuées que des écoles qui sont ici. Donc il va falloir penser à la généralisation de ces trucs. Et puisque nous sommes là pour la défense du droit à l'éducation des enfants, vivement que nous ferons tout ce qui est de la terre. La bataille continue. Oui. Merci M. Kanito. Nous allons maintenant inviter une vénérable invitée, Madame Claire Quenom, qui fut enseignante d'abord et puis membre très actif de la société civile dans notre pays. Elle a fait l'effort de faire ce déplacement avec nous jusqu'à Djéméni. Madame Claire Quenom, toujours jeune, malgré les cheveux tout blancs. Bonjour. Bonjour, Sas. Eh bien, vous nous avez suivis. On a débattu du projet filets sociaux, notamment la cantine scolaire. Nous débattons du projet Péry phase 2. Vous, enseignante, vous, mère de famille, surtout actrice très active de la société civile, qu'avez-vous à nous dire comme témoignage ou appréciation sur l'un ou l'autre projet? Je trouve que ces deux projets sont venus appuyer les efforts du gouvernement pour que le droit à l'éducation pour tous soit réalisé dans notre pays. Vous savez, l'éducation est la base de tout développement. C'est pour cela que l'article 35 de la Constitution de la République togolaise a prévu que les citoyens togolais, tout citoyen togolais doit aller à l'école et l'école doit être obligatoire et on doit faciliter l'instruction pour les Togolais des deux sexes. Et donc, si la Banque mondiale vient avec ces deux projets, c'est pour appuyer les efforts du gouvernement et cela n'est que, je dirais, un avantage pour les enfants du Togo, les filles comme les garçons. Eh bien, avant Djéméni, je sais que vous avez parcouru le Togo, vous avez visité d'autres projets financés par la Banque mondiale en partenariat avec le Togo. Est-ce que vous estimez que par ces différentes actions, le Togo peut arriver aujourd'hui ou demain à vraiment éradiquer la pauvreté dans notre pays? Éradiquer la pauvreté, c'est un défi qu'il faut relever. Et il faut se donner les moyens pour relever ce défi. Et j'ai dit tout à l'heure que l'éducation est la base de tout développement. C'est par l'éducation
qu'on va amener les citoyens à travailler eux-mêmes pour contribuer à l'éradication de la pauvreté. Ce ne sont pas seulement les projets des partenaires qui vont venir éradiquer la pauvreté. Il faut que nos communautés soient éduquées pour travailler, œuvrer à ce que les causes de la pauvreté soient éliminées progressivement. Alors, dans ce sens, l'État fait ce qu'il peut avec le concours de ses partenaires, mais le problème reste et demeure auprès des communautés. Et nous avons la chance ici d'avoir la communauté de Djéméni, le chef du village, je vois même l'imam et toute la population de Djéméni. À travers Djéméni, quel est le message que vous pouvez adresser à toutes les provinces togolaises dans cette lutte-là pour arriver à bout de la pauvreté? Vous savez, la pauvreté n'est pas une fatalité. Nous pouvons trouver les moyens pour résoudre les questions de pauvreté. Et vous en avez parlé au début de l'émission en citant l'abbé Pierre. Et je trouve que le partage, l'apprentissage, l'éducation de base permettra d'éradiquer la pauvreté. Il faudrait que les communautés puissent s'organiser pour voir quels sont leurs potentiels réels et utiliser cela pour résoudre la question de la pauvreté. Et aussi être ouverte pour apprendre d'autres communautés. Qu'est-ce que les autres font bien, que nous aussi nous pouvons apprendre pour faire mieux. Merci. Eh bien, la pensée du jour que nous tirons de l'œuvre de l'abbé Pierre dit que la misère n'est pas une fatalité. Elle vient plutôt de notre incapacité à penser le partage. Merci Madame Claire Quenon. Nous allons à présent recevoir quelqu'un qui aurait pu être votre petite fille, c'est-à-dire la fille de vos filles ou bien de vos fils. Eh bien, nous prions Mademoiselle Hamdia Kachirika. Vous m'excusez si j'ai un peu écorché vos noms et prénoms. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Eh bien, vous voulez nous dire vous-même comment vous vous appelez? Je m'appelle Hamdia Kachirika. Donc, j'ai pas trop écorché. Non. Eh bien, vous êtes blogueuse très active sur la thématique jeunesse, très active. Eh bien, d'abord, quelles sont vos impressions quand vous êtes arrivé à Djéméni dans cette école ici? C'est bien parce que pour moi, la première pierre a été lancée, les actions ont commencé. Et surtout, c'est l'implication de la communauté que je vois là qui me fait beaucoup plaisir. Parce que, comme Madame Kenom vient de le dire, l'État, c'est nous en fait. Quand on nous donne quelque chose, nous devons nous impliquer, bien en prendre soin. Si nous nous disons c'est juste à l'État, nous n'allons pas nous impliquer, nous n'allons pas bien en prendre soin. Et même si la Banque mondiale donne assez de financement, ils n'auront pas les résultats espérés. Donc déjà, la communauté, les femmes, l'imam, le roi qui sont là, c'est vraiment bien. Eh bien, dans l'un des projets, je crois qu'il y a même un chapitre qui est fait pour trouver de quoi permettre aux jeunes filles en période de menstrues de rester à l'école. Alors, à cet endroit-là, à ce niveau, quel est le message que vous pouvez délivrer à l'endroit de vos petites sœurs qui nous écoutent ici à Djéméni ou un peu partout au Togo? Voilà, je ne me suis pas présentée, je suis fondatrice d'une association qui s'appelle Empower Ladies et nous faisons dans le confort menstruel. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur la fabrication des serviettes hygiéniques réutilisables. Mais avant ça, nous faisons des dons des serviettes hygiéniques dans les milieux ruraux. Pas plus tard que la semaine dernière, nous étions à Devi-Copé, nous avions fait un don. Et le message que j'ai à partager avec mes petites sœurs, c'est quand elles ont leur menstrues, ce n'est pas une fatalité, c'est un truc normal, c'est le corps qui dégage les saletés. Donc, au niveau des filles, il y a pas de problème, c'est plutôt les stéréotypes, c'est plutôt le regard que les garçons leur jettent. Parce que certaines filles, ou beaucoup de filles que j'ai eu à rencontrer, pourquoi elles sèchent les coups pendant qu'elles ont leur menstrues? Parce que peut-être elles sont tachées, les garçons se sont mis à se moquer d'elles et elles ont décidé de rester à la maison par honte. Et c'est pour cela que nous avons décidé, à chaque fois que nous faisons une sensibilisation, nous leur offrons des serviettes hygiéniques. Et il y en a qui nous ont également dit qu'elles ne trouvent pas 1000 francs pour pouvoir s'acheter les serviettes hygiéniques qui coûtent 500 francs chaque fin du mois. Qui coûtent 500 francs, mais au moins il faut avoir deux pour pouvoir bien utiliser. Donc ce que moi je veux dire, c'est quand une fille ou quand un garçon voit une fille qui est tachée, ne pas l'insulter, mais plutôt le lui dire discrètement ou
l'aider, genre s'il a un foulard qu'il lui donne pour qu'elle puisse se protéger avec les règles, c'est des trucs normaux, c'est le corps, c'est naturel, on ne peut pas s'en empêcher. Dans ce sens, également, il y a une réalité, je ne dis pas que c'est à Djéméni, hein, mais dans le Togo profond, il y a des villages où les parents n'aiment pas envoyer leur fille à l'école. Encore une fois, je ne dis pas que c'est Djéméni ici, mais j'ai entendu ça, j'ai vu ailleurs. Alors, mademoiselle Hamdia, qu'avez-vous à dire à tous les parents que une fille a les mêmes droits, les mêmes devoirs que les garçons et que les parents doivent envoyer aussi les filles au même titre que les garçons? L'éducation est la base de toute chose. Sans l'éducation, la fille ne peut pas s'épanouir. Et moi, j'ai souvent l'habitude de dire que les femmes prennent plus soin des parents que les garçons. Et je vis ça chez moi à la maison. Parce que mon frère, entre guillemets, quand il n'était pas encore marié, il faisait de notre père ou de nos parents sa priorité. Mais depuis qu'il s'est marié, à chaque fois il disait, papa, maintenant j'ai une femme, donc je ne pourrai pas. Alors que même moi, ma soeur, elle a des enfants, mais à chaque fois les parents sont les priorités. Ce qui signifie qu'une fille bien éduquée pense plus à ses parents qu'un garçon. Et je ne comprends pas pourquoi les parents n'aiment pas envoyer leur fille à l'école. La semaine dernière, j'ai eu à discuter avec le chef du village de Vicopé et il nous a fait savoir que certaines filles, quand elles vont à l'école, elles deviennent impolies. Elles pensent qu'elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent, alors que ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça, dans nos sensibilisations, nous essayons de dire aux filles, être une fille éduquée ou être une fille émancipée ne veut pas signifier être impoli ou agressive envers les parents. Mais vous devez les écouter. Si un parent vous fait quelque chose que vous n'aimez pas, parlez-lui calmement, dites-lui que papa, avec tout le respect que je vous dois, vous m'avez fait ça, ne m'a pas plu, mais prochainement, ce serait mieux que vous me parlez de cette façon. Et ça va se faire à l'amiable. Ce message que vous passez ici à Djéméni, aux chefs traditionnels, aux autorités religieuses qui nous écoutent. Oui, de savoir écouter leurs filles. Quand une fille a quelque chose à leur dire, qu'elle les écoute, qu'elle ne les chasse pas, qu'elle ne les renvoie pas, mais qu'elle ait le sens de l'écoute de leurs enfants, surtout des filles. Oui, notre ami Renaud a un message, également un commentaire à faire là-dessus. Oui, c'est l'un des plus grands constats qu'on fait chez les pays dits développés, en tout cas les pays riches, c'est que la richesse semble s'accompagner avec l'ouverture des potentialités aux femmes. C'est-à-dire que le fait que les femmes accèdent de plus en plus au marché, à l'emploi et aux opportunités entraîne de fait la richesse dans ces pays. Donc il est assez peu probable qu'on puisse dans nos pays, en Afrique et au Togo, faire réellement une véritable émergence, un véritable développement en laissant derrière, comment on dit, la moitié de la population. Quand même, au Togo, c'est un peu plus de la moitié, c'est 52%. Voilà. On ne peut pas prendre le risque de les laisser sur les cases. Ça va être un sacré challenge. Vu que les hommes aiment bien se plaindre de ce que les femmes leur coûtent, peut-être que quand elles seront toutes aussi riches, on aura moi de raison. Merci à mademoiselle Hamdia Kachirika pour ce message de courage qu'elle a tenu dans l'exhortation à promouvoir l'éducation des filles. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Et je me rappelle un livre où on dit que les femmes constituent la moitié du ciel. Eh bien Didier, nous parlons des projets initiés par le gouvernement, mais qui tiennent sur le financement de la Banque mondiale. Nous avons eu les témoignages des exécutants des populations bénéficiaires. Alors, vous allez regarder si vous pouvez trouver ici dans la foule quelqu'un au nom de la Banque mondiale que nous pouvons inviter dans ce studio improvisé. Oui, je vois un monsieur vous placé à la banque qui est tout en face de moi et qui va se mettre en place dans notre studio improvisé. On va lui poser un certain nombre de questions sur l'intervention de la banque au Togo. Bon réveil, monsieur. Monsieur Léandre, qui est spécialiste éducation auprès de la Banque mondiale, antenne de Lomé ici. Évidemment. Monsieur Léandre, bonne arrivée. Merci. Les populations de Djéméni et nous-mêmes vous souhaitons les bienvenus ici. Merci. Pour faire simple,
quel est l'état du portefeuille de la Banque mondiale actuellement au Togo? Et avant de parvenir à cette insertion, je voudrais dire d'abord que la Banque mondiale, comme vous le constatez, accompagne le développement des pays. Et vous devez voir que dans tous les projets financés par la Banque mondiale, il y a cette stratégie d'une synergie nécessaire entre les différents secteurs qui concourent prioritairement au développement. Et pour le cas spécifique du secteur social, vous voyez, l'éducation, c'est la pierre angulaire. Quand un peuple n'est pas alphabétisé, instruit, c'est difficile pour ce peuple-là d'aller vers le développement. Avec le projet PERI, nous parlons enseignement de qualité, apprentissage, surtout apprentissage, parce que le tout ne suffit pas d'être à l'école. Quand vous êtes à l'école, il faut apprendre quelque chose. Et la plupart du temps, on se préoccupe seulement d'envoyer les enfants à l'école, envoyer ceci, mais on ne s'occupe pas de l'apprentissage. Or, l'apprentissage a des conditions pour bien apprendre. Il faut un bon programme d'enseignement, il faut un maître qualifié, il faut utiliser beaucoup de manuels, que ce soit en français, en mathématiques, et il faut que l'enseignant amène l'élève à consolider ses acquis tout le temps que dure une classe. Parce que nos enseignants oublient le côté apprentissage. Ils déroulent le programme et ils ne s'arrêtent pas pour savoir si les élèves suivent, si les élèves apprennent quelque chose effectivement, et à la fin on fait des trucs et c'est... Vous voyez le projet filets sociaux de base, et avec la cantine. La cantine est un accompagnement dans le sens des conditions d'enseignement. Parce que dans les conditions d'enseignement, nous voyons les infrastructures, nous voyons le mobilier, nous voyons à côté, est-ce qu'il y a une disponibilité en source d'eau? Il faut faire des forages. Il faut aussi que l'élève soit en bonne santé. Il faut que l'élève puisse se nourrir. Il faut qu'il puisse avoir un vêtement. Tout ça, c'est dans les conditions d'enseignement. Et vous allez voir que tous les projets que la Banque mondiale finance se développent dans une approche de capital humain. Lorsque vous parlez de capital humain, vous parlez de l'éducation, vous parlez de la santé, vous parlez des débouchés après la formation, c'est-à-dire le problème de l'employabilité, le problème de l'emploi, parce que ça ne sert à rien d'aller se former et de ne pas s'insérer dans la vie active. Donc, tous ces éléments-là forment le paquet que nous, aujourd'hui, nous privilégions à la banque, le développement du capital humain. Justement, dans ce sens, Monsieur Gbenoudon, sur le programme cantine scolaire, nous avons écouté le coordonnateur du projet, nous avons écouté les mamans cantines, nous avons écouté également les élèves qui bénéficient de ce projet, et tout ce monde-là souhaiterait que le projet soit reconduit. Alors, si le gouvernement éventuellement vous approchait, quelle est la réponse que à la Banque mondiale vous feriez à l'État togolais dans le sens du prolongement éventuellement de ce projet cantine scolaire? Et il y a un point capital, c'est que la Banque mondiale est toujours au service des gouvernements. C'est-à-dire les pays dans lesquels la banque intervient sont des clients pour la banque. Donc,
nous, on ne fait que ce que le client nous demande. Donc, tout ça dépendra des différentes requêtes que le Togo va introduire à la banque. Bien, Didier Assogba. D'accord. Est-ce que, ce faisant, l'éradication de la pauvreté dont nous parlons, est-ce que la Banque mondiale pense pouvoir y arriver? Mais avant d'y penser même, sur la base des projets que vous financez avec le Togo, est-ce que vous avez des données qui vous font ou bien qui peuvent nous faire croire que progressivement nous allons y arriver sur la base de données vraiment scientifiquement fiables? Les données scientifiquement fiables ne peuvent mesurer que la pauvreté du point de vue du dénuement. Parce que n'oubliez pas que la pauvreté, ce n'est pas seulement le dénuement. La pauvreté aussi, c'est mental. La pauvreté aussi, c'est comportemental. Et vous devez savoir que ces choses-là sont des thèmes qu'on essaie d'appréhender sur la base des études. Par exemple, nous, à la fin du projet PERI, nous allons faire un rapport d'achèvement du projet pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Et nous allons donner la parole aux bénéficiaires pour recueillir leur impression sur tout le processus de la mise en œuvre du projet. À partir de là, nous pouvons, sur la base des indicateurs que nous avons élaborés dès le départ et les indicateurs de développement auxquels le projet est parvenu, nous allons voir exactement quel est l'indice qui nous permet de dire que la pauvreté a reculé un peu à l'école. Mais ce qui est sûr, c'est que avec le projet PERI, les élèves qui ont su avoir le nouveau programme ont appris beaucoup plus qu'auparavant. C'est déjà un indicateur que nous avons et nous avons vu les progrès. Bon, tout à l'heure, vous aviez posé des questions. Comment est-ce qu'on en est arrivé à Djéméni? D'abord, dans le document du projet, on a ciblé les 18 préfectures défavorisées du Togo. Et on a dit, c'est dans ces 18 préfectures qu'il faut déployer le projet PERI 2. Et à l'intérieur des 18 préfectures, nous avons identifié les 4 préfectures les plus défavorisées. Et c'est dans ces préfectures-là que nous avons les trucs d'uniforme kaki, que nous avons les kits sanitaires, pour permettre que les filles soient, qu'il y ait une parité entre filles et garçons déjà à l'école. Ok, Monsieur Léandre, voulez-vous bien nous dire quelle cohérence peut-on tirer in fine entre les deux projets, le projet PERI 2 et le projet services sociaux de base? Vous voyez, le projet PERI s'est préoccupé dans ses composantes de l'amélioration de l'enseignement et des apprentissages, de l'accès à l'école, de l'équité à l'école et des services de l'éducation. Et ça a été, il y a eu les communautés qui ont été organisées en comité, tout ça, pour faire de l'école leur chose. Et nous savons très bien que, même si on donnait toutes les infrastructures, tout ça, que les enfants arrivent à l'école, il y a un problème de les maintenir à l'école. Pouvoir maintenir les enfants à l'école, c'est régler le problème de les enfants ont faim à midi et ils doivent aller à la maison et on n'est même pas sûr qu'en allant à la maison, qu'ils auront un repas correct, un repas chaud. Donc,
le projet filets sociaux de base est venu combler le vide de repas qu'il faut donner aux élèves à l'école, dès qu'ils arrivent à l'école, qu'ils soient garantis, qu'ils aient la garantie d'avoir un repas pour pouvoir rester à l'école. Parce que quand l'élève ne passe pas tout le temps scolaire à l'école, c'est sûr qu'il ne va pas apprendre jusqu'au paquet minimal qu'on attend de lui pour l'année scolaire. Donc, le projet cantine scolaire accompagne, n'est-ce pas, l'effort fait pour les apprentissages. Donc, il y a une synergie réelle entre ça et je crois que de plus en plus, nous allons intégrer dans les nouveaux projets d'autres paramètres qui pourront permettre que l'école, qu'à l'école, qu'on y reste et qu'on soit en bonne santé. Je sais qu'il y a un projet en préparation dans le domaine de la santé qui s'intéresse à comment faire un appui dans l'éducation avec ce projet. Merci. Donc, tout est en synergie. Depuis un moment, vous devez suivre en fond sonore des bruits là. C'est nos enfants. Ils sont en train de déjeuner et c'est sûrement parce qu'ils ont le ventre repu qu'ils sont en train d'exprimer leur bonheur d'être rassasiés. Alors Didier, monsieur Léon, je reviens à la thématique principale, c'est l'éradication de la pauvreté. Et Didier, notre invité, nous disait que ces projets sont implantés dans les 18 préfectures les plus pauvres ici au Togo. Et les 4 préfectures les plus pauvres, c'est une réalité, il faut le dire, ce sont les préfectures d'Anié, de Pelé, de Dangpen et de Pengal. Ouais. Et ces statistiques sont fournies après étude de l'Institut national de la statistique des études économiques et démographiques, l'INSEE. Donc la pauvreté est une réalité au Togo. 18 préfectures les plus pauvres. Les 4 les plus pauvres, je rappelle encore, c'est Anié, Pelé, Dangpen et Pengal. Raho n'est pas dedans, c'est une petite satisfaction, mais le défi reste toujours majeur. Oui, évidemment, le défi de la pauvreté reste majeur et c'est en ce sens que notre pensée du jour revient sur le tapis. Si nous voulons éradiquer la pauvreté, nous ne pourrons qu'apprendre chez les autres, les pays développés, ce qu'ils ont su faire. Ce qu'ils ont su faire, c'est d'avoir partagé ce qu'ils avaient produit à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle communautaire. Les gens ont essayé de partager ce qu'ils avaient. Ceci a permis aux uns de sortir du dénuement total et d'arriver à un certain degré où on ne les classe plus dans le carnaval de pauvre ou de pauvreté. Donc nous ne pourrons qu'apprendre ça, essayer de partager comme la Banque mondiale partage avec nous. Sur le plan national, nous pouvons essayer de nous organiser pour continuer à partager ce que nous produisons et ce faisant, nous arriverons un jour, Dieu le voudra bien sûr, au bout de la pauvreté. Merci. Les bonnes choses ont aussi une fin. Nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Malheureusement, les conditions de délocalisation n'ont pas permis aux éditeurs d'être avec nous pour poser des questions. Ce que nous regrettons, mais nous allons nous améliorer dans ce sens. Mais l'occasion quand même pour nous, Didier, de remercier la communauté de Djéméni qui s'est transportée chez nous ici, le chef traditionnel, les autorités religieuses, les collègues enseignants, toute la population, nos dames, le groupe d'animation folklorique et toutes les élèves, la délégation de la Banque mondiale qui s'est vraiment transportée en grand nombre, les coordinations de ces 2 projets, la directrice de la NADEB et tout son personnel, également nos invités. Didier, je ne vous remercie pas, mais nous remercions quand même mademoiselle Hamdia Kachirika, qui est notre blogueuse, qui a eu un langage de vérité, notre jeune ami Renaud de sa vie, journaliste et blogueur, tous les invités que nous avons dans ce studio, madame Katanga, monsieur Tofio du projet FSB, monsieur Tetegan du projet Péri 2, monsieur Kanitom de la coalition éducation pour tous, madame Claire Quelom au nom de la société civile, les mamans cantines, le directeur de l'école et également nos jeunes amis, les élèves que nous avons reçus dans ce studio. Eh bien Didier, nous ne pourrons pas oublier non plus nos confrères journalistes qui ont fait nombreux le déplacement de Djéméni pour suivre non seulement l'émission mais également
pour faire la couverture de ce que nous faisons ici. Nous disons bien des choses à tout le monde et bien des choses à la population de Djéméni qui a su bien nous accueillir. Les confrères des médias publics, TVT, Radio Lomé, Togo Presse, tous les médias privés qu'on ne pourra pas citer individuellement. Mais Didier, nous n'allons pas ne pas remercier encore une fois les techniciens qui nous accompagnent. Évidemment, Jérôme Akoutia qui ont su sortir leur génie pour que cette émission soit une réalité et pour que les populations puissent nous saisir un peu partout au Togo. Merci. Nous allons chuter avec monsieur Benoudon de la Banque mondiale. Juste pour remercier tout le monde, la communauté, tous ceux qui ont fait le déplacement et vous dire que ce qui est certain, c'est que la pauvreté recule au Togo. Merci. Ce qui est certain, c'est que la pauvreté recule. Et M. Benoudon, les Togolais qui nous suivent peuvent espérer que la Banque mondiale continuera à appuyer notre pays, mais pas éternellement. Il faudra quand même qu'à une année, nous arrivions à éradiquer, ou du moins, l'extrême pauvreté. Et c'est pour ça que dans tous les projets, dans tous les pays du monde, avec le gouvernement, nous étudions toujours avec eux quelles sont les stratégies, les modalités à mettre en place pour pérenniser les acquis des projets qui ont été mis en œuvre. Donc, croyez-moi, ça va continuer. Merci, monsieur Léandre Benoudon. Vous voudrez bien exprimer notre gratitude à vos collègues de la Banque mondiale et notamment la représentante résidente de la Banque mondiale au Togo, Madame Hawa Awagé. Nous aurions souhaité qu'elle fût de notre... Elle est en mission. Elle est en mission. Nous comptons la voir sur le terrain du Togo profond un de ces prochains jours. Mais vous lui exprimez notre gratitude, notre admiration. Croyez-moi, c'est déjà fait. Merci Didier. Nous allons chuter définitivement. Nous aurions aimé avoir un ou une ministre, mais c'est tout comme si Madame Éléonore Katanga, directrice générale de l'ANADEB, qui est vraiment une femme du terrain, qui parcourt le Togo dans tous les sens. Elle a été vraiment la cheville ouvrière de cette émission que nous animons ici. Eh bien, vous la conviez pour son mot de conclusion, Didier. Madame, vos sentiments, et si vous avez quelque chose à dire à la population. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire un grand merci à la Banque mondiale qui a permis cette rencontre, qui a permis cette animation d'émission Club de la presse, c'est ça, hein? Club de la presse, Club de la presse de Canal FM dans ce beau village de Djéméni. Merci à l'équipe de Canal FM. Merci aux chefs traditionnels. Merci à toute la vaillante population de Djéméni. Merci à nos frères et sœurs, nos enfants. Vous avez écouté tout de suite, ils étaient bien contents parce qu'ils ont fini de manger. Merci à toutes les personnes qui ont voulu bien sacrifier leur journée en venant ici à Djéméni pour voir ce qui est fait dans le cadre des cantines scolaires et de péri. Nous voulons dire à tous et à chacun merci et bon retour. Et continuez par rassurer les Togolais. Et je suis très content d'écouter un représentant de la Banque mondiale nous dire la pauvreté recule au Togo. Et restons dans cette espérance et continuons par travailler main dans la main pour que l'extrême pauvreté ne compte plus dans notre pays d'ici peu. Merci beaucoup. Eh bien, Djéméni, je crois que c'est la 6e étape du club La Presse délocalisé dans le Togo profond. Eh bien, à votre attention, madame de l'ANADEB, de la Banque mondiale, le club La Presse est toujours volontaire pour être délocalisé un peu partout. Surtout, nous souhaiterions aller dans l'une des préfectures les plus pauvres du Togo, à savoir Anié, Pelé, Dankwen, Pendial, et partager ces réalités poignantes avec l'ensemble de la communauté togolaise. L'espoir est permis avec ANADEB, avec la Banque mondiale. Eh bien, c'est sur cet espoir que nous disons encore une fois merci à Djéméni, le chef du village, toute la population qui nous a accueillis. Merci aux dieux également qui ont fait que la pluie n'est pas encore tombée. Le club de la presse est fini. La pluie peut tomber si elle veut. Et à la prochaine, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.